Mes parents ont essayé de me forcer à donner gratuitement 50% de mon entreprise de 50 millions de dollars. J'ai dit non. Devant 20 invités, ma mère m'a giflé. Humilié mais pas brisé, je suis parti. Un appel téléphonique plus tard, un homme est arrivé. Ces paroles ont anéanti tout leur empire. Ma mère est tombée à genoux, suppliante. J'ai dit, trop tard. Je m'appelle Daniel Miller. J'ai 35 ans et depuis 8 ans, je suis la propriétaire et présidente directrice générale de Miller Advisory Solutions, une société de conseil en logistique d'une valeur de 15 millions de dollars. Mais le soir du 23 décembre, assise dans mon modeste appartement d'une chambre, en train d'emballer un cadeau banal pour ma sœur, aucun membre de ma famille ne savait que cette entreprise existait. Ce n'était pas un hasard. Voyez-vous, j'avais appris il y a longtemps que dans ma famille, le succès était quelque chose à cacher. Non pas parce qu'il serait jaloux, bien qu'il l'aurait été, mais parce que chaque réussite que j'avais partagée avait été soit dénigrée, soit immédiatement éclipsée. Ainsi, vers la fin de ma vingtaine, après que mon père m'eut demandé quand j'allais trouver un vrai travail avec des avantages en apprenant que j'avais créé ma propre entreprise, j'ai tout simplement arrêté de leur dire quoi que ce soit d'important. Pour mes parents, j'étais juste Daniel, la responsable, la discrète, la fille avec le travail de bureau ennuyeux qui n'avait jamais vraiment réussi sa vie. Pas de mari, pas d'enfant, rien de remarquable à raconter lors des réunions de famille. Ils n'avaient aucune idée que j'employais 35 personnes, que des entreprises du Fortune 500 payaient des sommes à 6 chiffres pour mes services de conseil, ou que j'avais bâti quelque chose de substantiel entièrement par moi-même. Je gardais 2 téléphones, un pour le travail, un pour la famille. Le téléphone familial prenait surtout la poussière. J'avais appris ce mécanisme de défense particulier très tôt, le cloisonnement comme stratégie de survie. Le travail était l'endroit où j'excellais, où j'étais vu, où j'avais de l'importance. La famille était une obligation, une case à cocher. Se présenter aux fêtes, envoyer des cadeaux d'anniversaire, répondre à l'occasionnel message de culpabilisation, puis se retirer dans la vie que je m'étais réellement construite. Ça n'a pas toujours été comme ça, ou peut-être que si, et je ne l'avais tout simplement pas encore compris. Enfant, j'avais 10 ans lorsque j'ai gagné le concours scientifique régional. Pas seulement une place, la première place. Une opportunité de bourse complète pour un prestigieux programme scientifique d'été, une couverture médiatique locale. Cela aurait dû être un de ces moments marquants dont les parents se souviennent pour toujours. Mes parents ont manqué toute la cérémonie parce que Madison avait un récital de danse le même après-midi. Madison avait 8 ans. Elle ne s'est pas classée, n'a même pas fait partie des 10 premiers, mais elle était là, dans son petit costume, et elle avait besoin d'eux. Et j'étais censé comprendre que son récital était plus important que ma cérémonie de remise de prix. Mon trophée a fini directement au sous-sol. Je l'ai revu des années plus tard, couvert de poussière, posé sur une étagère derrière les décorations de Noël. À 16 ans, j'ai obtenu que des A et une admission anticipée à Northwestern avec une bourse d'études complète. Le même semestre, Madison a ramené un B parmi ses habituels. Mes parents ont organisé un dîner de célébration pour son incroyable amélioration. Ma lettre d'acceptation est restée sur le réfrigérateur pendant exactement 2 jours avant d'être recouverte par l'un des projets artistiques de Madison. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de Northwestern à 24 ans, ma famille a assisté à la cérémonie, je leur accorde cela. Mais le dîner de célébration qui a suivi a été entièrement consacré à discuter des problèmes de petit ami de Madison, un type qu'il avait ignoré après 3 rendez-vous. J'étais assise là, dans ma toge et mon mortier, à écouter ma mère consoler Madison pour son cœur brisé, et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je pouvais accomplir tout ce qu'il y a dans le monde, cela ne ferait toujours pas de moi la priorité. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit ma vie tranquillement, dans les marges de leur attention, et je l'ai bien construite. Mais ce soir de décembre, alors que je conduisais vers la maison de mes parents dans la banlieue de l'Illinois pour le dîner de Noël, quelque chose semblait différent. Ma mère avait appelé 3 fois pour confirmer ma venue, ce qui était inhabituel, car normalement un seul message vocal culpabilisant suffisait. Mon père avait envoyé un véritable texto, important que nous soyons tous ensemble cette année. Mon père savait à peine envoyer des textos. Je me suis garé devant la maison à 18h pile. Pas en avance, ce qui aurait semblé empressé, pas en retard, ce qui leur aurait donné des munitions. L'allée était bondée de voitures. À travers les fenêtres, je pouvais voir que la maison était pleine de monde.
Mon estomac s'est noué. Mes parents n'organisaient pas de fêtes élaborées. Ce n'était pas normal. Je suis entré pour trouver environ 20 invités dispersés dans le salon et la salle à manger, de la famille élargie que je voyais peut-être une fois par an, des amis du country club de mes parents, les voisins, les Henderson d'à côté, tous habillés de manière semi-formelle. Tous tenant des verres de vin, tous se tournant pour m'accueillir avec des sourires qui semblaient un peu trop étudiés. Daniel, c'est merveilleux que tu aies pu venir. Tes parents parlent tout le temps de toi. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Les commentaires semblaient scénarisés, répétés, comme si tout le monde avait reçu les mêmes éléments de langage. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai repéré le premier vrai signal d'alarme, le plan de table. Normalement, lors des dîners de famille, j'étais relégué à la table des enfants ou sur les chaises pliantes serrées dans le bureau. Ce soir, il y avait une table élaborée, dressée par un professionnel, et le siège au centre, flanqué de mes deux parents, avait un carton avec mon nom. Madison était assise juste en face de moi. Elle n'établissait pas de contact visuel. Elle vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle, ce qu'elle ne faisait jamais au dîner de famille car ma mère confisquait généralement les téléphones à la porte. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le dîner s'est déroulé dans une gaieté forcée. Je mangeais machinalement, répondant aux banalités, observant. J'ai participé à assez de négociations commerciales pour reconnaître un coup monté quand j'en vois un. La liste des invités n'était pas aléatoire. C'étaient tous des gens de la génération de mes parents, socialement influents, du genre à juger sévèrement si quelqu'un violait les valeurs familiales. Personne qui pourrait plaider en ma faveur, personne qui remettrait en question le récit que je soupçonnais de se préparer. Vers 20 heures, après que le café fut servi, mon père se leva. La pièce devint silencieuse. « Je veux tous vous remercier d'être ici ce soir », commença-t-il, sa voix chaude et confiante. Nous voulions être entourés de gens qui nous aiment pour cette importante discussion familiale. Ma main s'immobilisa sur ma tasse de café. Il se tourna pour me regarder directement. Daniel, ta mère et moi voulons que tu saches à quel point nous sommes fiers de ce que tu as accompli avec ton entreprise. La pièce sembla basculer légèrement. Il n'avait jamais reconnu mon entreprise, jamais posé de questions à ce sujet, jamais montré le moindre intérêt. Et maintenant, soudainement, devant 20 témoins, il savait qu'elle existait. Ce qui signifiait qu'ils avaient fait des recherches sur mes finances sans ma permission, sans que je le sache. Madison traverse une période difficile, continua-t-il, son ton passant à quelque chose de plus sombre. Elle a perdu son travail, elle a des difficultés financières, et ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à ce que signifie être une famille, à la véritable équité. Je sentis tous les yeux de la pièce se tourner vers moi. Madison a besoin d'aide, et tu es en mesure de la lui fournir. Nous en avons donc discuté, et nous croyons. Il fit une pause, regardant autour de la pièce comme pour recueillir la confirmation des témoins. Nous croyons que la chose juste, la chose équitable, serait que tu transfères 50% de la propriété de ton entreprise à ta sœur. Pas comme un prêt, pas comme un investissement. Comme un cadeau. Parce que c'est ce que fait une famille. Le silence qui suivit était suffocant. 50% d'une entreprise de 15 millions de dollars. 7,5 millions de dollars. Il voulait que je le donne, tout simplement. Madison était assise en face de moi, les yeux baissés, l'image de l'humble gratitude. Pas surprise, pas choquée, ne protestant pas que c'était trop demandé. Parce qu'elle le savait déjà. Ils le savaient tous déjà. Ce n'était pas une demande, c'était une embuscade. Et 20 perdus attendaient de voir si j'allais me conformer. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence s'était tiré assez longtemps pour devenir inconfortable, et j'ai vu l'expression confiante de mon père vaciller d'incertitude. Il jeta un coup d'œil à ma mère. Ce regard m'a tout dit. Cette pause n'était pas dans leur script. Ma mère intervint en douceur. Daniel, ma chérie, je sais que c'est beaucoup à digérer, mais la famille prend soin les uns des autres. Madison est ta sœur. Vous êtes censés veiller l'une sur l'autre. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. En 35 ans, Madison n'avait jamais veillé sur moi. Pas quand j'étais exclu des photos de famille, pas quand je déjeunais seul au lycée parce que se faire des amis était le problème de Daniel à résoudre, pas quand je cumulais 3 emplois pour payer mes manuels scolaires alors qu'elle recevait de l'argent de poche pour exister. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste attendu.
Mon père a réessayé, sa voix prenant ce ton pratiqué d'autorité paternelle. Nous t'avons tout donné. Nous avons payé pour ton enfance, ton éducation, t'avons donné les bases pour construire ce que tu as maintenant. Tout ce que tu as accompli a commencé avec ce que nous avons fourni. C'était catégoriquement faux. J'avais eu des bourses d'études complètes à partir de 14 ans. J'avais payé mes propres études supérieures avec une combinaison de subventions, de postes d'assistante d'enseignement et de travail en freelance. Ils n'avaient contribué à absolument rien pour mon éducation après la 8e année. Mais les invités ne le savaient pas, et c'est ce qui comptait pour eux. L'un des amis du country club de mon père, Gérald, je crois que c'était son nom, prit la parole pile au bon moment. C'est magnifique que tu sois en position de bénir ta famille, Daniel. C'est ça, le vrai succès, n'est-ce pas? La famille est tellement plus importante que l'argent, ajouta l'une des partenaires de bridge de ma mère, secouant la tête comme si elle partageait une profonde sagesse. Je reconnus ce qui se passait. Il créait un front uni, un cœur moral conçu pour que toute dissidence ressemble à une trahison. Différentes voix, même message, la conformité était la seule réponse acceptable. Mon père se pencha en avant, et sa voix baissa à un niveau qui aurait pu paraître préoccupé pour l'observateur occasionnel, mais qui sonnait comme une menace pour moi. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Devant tout le monde? Après que nous ayons expliqué à quel point ta sœur a besoin de toi. Madison, de son côté, restait parfaitement immobile en face de moi, tamponnant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir. Elle avait l'air petite, vulnérable, reconnaissante d'avance pour ma générosité. Elle n'avait pas dit un seul mot, mais elle n'en avait pas besoin. Elle jouait son rôle à la perfection. J'ai posé ma tasse de café avec un soin délibéré. Quand j'ai parlé, ma voix était calme, presque clinique. Papa, avant de répondre, j'ai une question. À combien as-tu dit que mon entreprise était évaluée? Il cligna des yeux, déconcerté par la question. Eh bien, je n'ai pas précisé exactement quand. 15 millions de dollars, dis-je clairement, en regardant la pièce. Donc, quand vous me demandez de donner à Madison 50% de la propriété, vous me demandez de lui donner 7,5 millions de dollars. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous clairs sur les chiffres réels dont nous discutons ici. J'ai entendu plusieurs halètements audibles. Clairement, on n'avait pas dit aux invités que les enjeux étaient si élevés. Quelques-uns ont échangé des regards mal à l'aise. Maintenant, j'ai une autre question, continuai-je, toujours sur ce même ton mesuré. Quand Madison a eu besoin d'aide pour son loyer l'année dernière, m'as-tu appelé? Silence. Quand elle a démoli sa voiture et a eu besoin d'un remplacement, m'as-tu demandé de contribuer? Plus de silence. Non. Vous avez payé ces choses vous-même. Mais maintenant que le montant est assez important pour résoudre non seulement les problèmes de Madison mais aussi, vraisemblablement, vos propres soucis financiers, soudainement c'est une obligation familiale. Le visage de mon père devint rouge. Nous méritons ça, lança-t-il, et je pus voir le masque se fissurer. Nous t'avons élevé, nous t'avons donné la vie. Tu n'existerais pas sans nous. Tu nous dois ça. Le voilà. Méritons. Pas Madison a besoin, pas la famille et de la famille, mais nous méritons ça et tu nous dois ça. J'ai rempli mes obligations, dis-je doucement. Je me présente aux fêtes. J'envoie des cadeaux d'anniversaire. Je réponds quand vous appelez. J'ai été une fille dévouée. Mais je ne vous dois pas le travail de ma vie. La voix de ma mère devint glaciale. C'est ce que nous sommes pour toi, Daniel? Des obligations? Je me suis levé et j'ai pris mon manteau. La réponse est non. La pièce a éclaté. Les voix se chevauchaient, attaquant de toutes parts. Quel égoïste! Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je n'arrive pas à y croire. Mon père se leva aussi, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini cette conversation. Si, dis-je en passant mon manteau sur mon bras. Nous avons fini. J'ai fait 3 pas vers la porte avant que ma mère ne traverse la pièce en un éclair. Sa main a heurté mon visage avec un claquement sec qui a résonné dans la salle à manger soudainement silencieuse. Ma tête a basculé sur le côté, ma joue brûlait. 20 personnes se sont figées, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche, les verres de vin suspendus en l'air. Personne n'est intervenu. Personne n'a halté devant la violence.
Ils ont halté en me regardant, en regardant ce que j'avais pu faire pour provoquer une telle réaction. Je n'ai pas touché mon visage, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai juste regardé ma mère, vraiment regardé, et j'ai dit doucement, merci. Elle cligna des yeux, confuse. Quoi? Merci d'avoir enfin été honnête sur ce que je suis pour toi. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la pièce. Vous vouliez tous un spectacle ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié. S'il vous plaît, ne me laissez pas interrompre le dessert. Je suis sorti. Personne n'a essayé de m'arrêter. Dans ma voiture, je suis resté assise dans l'allée sombre pendant 5 minutes, les mains sur le volant, fixant le vide. Je ne pleurais pas. Je réfléchissais. Quelque chose clochait. Comment savait-il que mon entreprise valait 15 millions de dollars? Je ne leur avais jamais dit. Pourquoi exiger la propriété au lieu de simplement demander de l'argent? Pourquoi ce soir, avec tous ces témoins? Pourquoi était-il si confiant que j'allais me conformer? Mon instinct des affaires a pris le dessus, ignorant le bruit émotionnel. Ils n'étaient pas seulement pleins de droits, ils étaient désespérés. Et les gens désespérés ne font pas de plans élaborés comme celui-ci à moins de penser qu'ils ont un moyen de pression. J'ai démarré la voiture, mais je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à mon bureau en centre-ville, le seul endroit qui m'ait toujours semblé sûr. J'ai sorti mon téléphone professionnel et j'ai composé un numéro que j'avais sous contrat depuis 3 ans. Martin, c'est Daniel Miller. J'ai besoin d'un audit complet. Tout ce qui porte mon nom, rapport de crédit, registre de propriété, documents de prêt, documents d'entreprise, tout ce à quoi je suis lié et que je n'ai pas personnellement autorisé. Je paierai les frais d'urgence. Dois-je demander de quoi il s'agit? La voix de Martin Chen était professionnellement neutre, mais je pouvais entendre l'inquiétude en dessous. La famille, dis-je platement. N'en dis pas plus. Je commence ce soir. En raccrochant, j'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago et j'ai murmuré à mon reflet dans la fenêtre, quel que soit le moyen de pression qu'ils pensent avoir, ils vont regretter de l'avoir utilisé. 48 heures plus tard, Martin Chen était assis en face de moi dans la salle de conférence de mon bureau avec un dossier manie qui semblait bien trop mince pour la quantité de dégâts que je soupçonnais qu'il contenait. Ça ne va pas te plaire, dit-il, ce qui n'est jamais la façon dont on veut qu'un audit jury comptable commence. Il ouvrit le dossier et étala les documents par ordre chronologique, de juillet à décembre 2023. 6 mois de fraude systématique exécutée avec assez de sophistication pour suggérer une planification minutieuse. 4 comptes de cartes de crédit, commença Martin, en montrant la première série de relevés, ouverts à ton nom entre juillet et novembre, en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Solde total actuel, 85 000 $. Tous les relevés ont été redirigés vers l'adresse de tes parents pour que tu ne les vois jamais. J'ai pris l'un des relevés, parcourant les frais, sac à main de créateur, cotisation au country club, équipement de restauration. Les habitudes de dépenses de Madison étaient faciles à identifier, elle n'avait jamais rencontré une marque de luxe qu'elle ne voulait pas posséder. Les frais de mes parents étaient plus pratiques mais tout aussi accablants. Prêt personnel de 150 000 $, contracté en septembre, continua Martin. Tu es listée comme co-emprunteuse. Ta signature a été falsifiée sur les documents, bien que ce soit une bonne falsification, clairement pratiquée. Le prêt est actuellement en règle car ils effectuent les paiements, mais s'il est en défaut, tu es légalement responsable du montant total. Mon estomac se serra. 150 000 $ de responsabilité dont je ne savais rien. Il y a plus. En octobre, quelqu'un a déposé des documents auprès du registraire du comté pour tenter de t'ajouter comme propriétaire à 50% du condo de ta sœur. Le but semble être l'évasion fiscale, en réclamant l'exemption de résidence principale 2 fois. Le dépôt a été rejeté en raison d'une notarisation incomplète, donc techniquement cette fraude n'a pas réussi, mais elle montre l'intention. Et ils ne se sont pas arrêtés là, dis-je, voyant où cela menait. Non. Entre août et octobre, ton père a listé Miller Advisory Solutions comme référence commerciale sur 3 demandes de prêts distinctes. Il n'a jamais contacté ton entreprise, n'a jamais demandé la permission, il a juste utilisé le nom et la réputation. L'un de ces prêts, 45 000 $, a été approuvé en partie grâce à la réputation de ton entreprise. Martin se renversa dans son fauteuil, son expression sombre. Ce n'est pas une fraude opportuniste, Daniel. C'est systématique.
Quelqu'un a recherché exactement ce qu'il pouvait faire avec ton identité, l'a exécuté sur plusieurs fronts et l'a parfaitement synchronisé. Ils ont créé un réseau de responsabilité autour de toi. Un moyen de pression, dis-je doucement. Si je refusais leur demande, ils pourraient menacer de me dénoncer pour une fraude que je n'ai pas commise. Le temps que je prouve mon innocence, le mal serait fait. Exactement. Et si les autorités le découvraient en premier, tu serais celle qui ferait face à des accusations jusqu'à ce que tu puisses prouver le contraire. Je fixai les documents étalés sur la table, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement un dysfonctionnement familial, c'était calculé, criminel, et conçu pour me détruire si je ne me conformais pas. Martin fit glisser un autre document sur la table. Il y a autre chose. Quand j'ai extrait tes dossiers, j'ai trouvé ton acte de naissance original. Je baissai les yeux sur la photocopie. Patricia Moore, 23 ans. Père, blanc. Un certificat modifié a été déposé en 1991, continua Martin doucement. Robert Miller t'a légalement adopté quand tu avais 3 ans. Son nom a été ajouté à ce moment-là. J'aurais dû être choqué. J'aurais dû ressentir quelque chose de dramatique et d'écrasant. Au lieu de cela, ce que je ressentis fut un étrange sentiment de soulagement, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte enfin. Je l'ai toujours su, m'entendis-je dire. Je veux dire, je ne le savais pas consciemment, mais quelque part au fond de moi, je le savais. Cela expliquait tout. Pourquoi Robert ne me regardait jamais directement quand j'étais enfant? Pourquoi il tressaillait chaque fois que je l'appelais le papa? Pourquoi chaque réussite semblait lui causer une douleur physique? Pourquoi la naissance de Madison avait changé toute la dynamique de la maison du jour au lendemain? Soudain, il y avait de vraies photos de famille partout, et j'étais soit coupée, soit absente. Je n'étais pas sa fille. J'étais un rappel que sa femme avait aimé quelqu'un d'autre avant, avait créé un enfant avec quelqu'un d'autre, avait eu toute une vie avant lui qu'il ne pourrait jamais effacer. Et il m'en avait puni chaque jour de ma vie. Le restaurant de Robert est en train de faire faillite, dis-je, changeant de sujet car je ne pouvais pas encore traiter la révélation de l'adoption. C'est pour ça que le timing, c'est ça l'urgence. J'ai consulté les registres publics sur mon ordinateur portable, cherchant les entreprises de Robert Miller. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver Miller est stable. Il avait utilisé mon nom pour son restaurant. L'ironie ne m'a pas échappé. Il perdait de l'argent depuis 2020. Des jugements de cour pour loyers impayés, des poursuites de fournisseurs, et le gros morceau, 340 000 $ dus à son propriétaire, avec une date limite de recouvrement final le 15 janvier 2024. 3 semaines après le dîner de Noël. S'il ne payait pas, il saisirait tout, y compris sa maison, qu'il avait utilisée comme garantie pour un prêt commercial en 2022. Soudain, la chronologie se cristallisa avec une clarté brutale. La fraude a commencé en juillet, 6 mois avant la date limite. La demande de Noël était la phase finale. Si je leur donnais 50% de mon entreprise, 7,5 millions de $, ils résoudraient leurs dettes et assureraient leur avenir. Si je refusais, ils menaceraient de m'impliquer dans la fraude qu'ils avaient créée. Ils ne demandaient pas de l'aide, ils exécutaient un plan pour me voler avec ma propre identité comme arme. Martin, dis-je, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Dépose des plaintes pénales auprès du FBI et de la police de l'État de l'Illinois. Gèle tous les comptes frauduleux. Dépose des rapports de fraude au crédit auprès des 3 agences. Envoie des lettres de mise en demeure à toutes les entités qui utilisent mes informations. Prépare-toi à un litige civil. Martin se pencha en avant. Daniel, une fois que tu auras déposé plainte, tu ne pourras pas la retirer. Le FBI enquêtera, et si les preuves le confirment, ce qu'elles font clairement, ils poursuivront. Ton père risque de 3 à 5 ans de prison fédérale, au minimum. Ta mère sera accusée de complicité s'ils peuvent prouver qu'elle savait. Madison pourrait faire face à des accusations de complot en fonction de son implication. Ce sera public, les médias en parleront. Ton entreprise sera scrutée. Es-tu absolument certaine? Je n'ai pas hésité. Dépose tout aujourd'hui. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la gestion des risques. Si je ne fais rien, la fraude continuera et s'aggravera. Si je les confronte en privé, ils nieront tout ou me manipuleront davantage. L'action en justice est la seule voie qui me protège. Et pour James Holloway, demanda Martin doucement,
en référence au nom de mon père biologique sur les registres. Je fis une pause, puis secouai la tête. Pas encore. Une crise à la fois. Dans 6 semaines, des agents fédéraux frapperaient à la porte de mes parents, et la famille qui avait passé 35 ans à me rendre invisible était sur le point de faire la une des journaux. 6 semaines après avoir déposé les plaintes, des agents fédéraux ont frappé à la porte de mes parents à 7h15 du matin. Je n'étais pas là, bien sûr. Je l'ai appris par Martin, qui m'a appelé de sa voiture. Le FBI a exécuté les mandats de perquisition il y a 1 heure. Ils saisissent les ordinateurs, les téléphones, les documents financiers, tout ce qui porte ta signature falsifiée. J'étais assise à mon bureau, mon café refroidissant dans ma main, essayant de digérer ce que j'avais mis en branle. C'était réel maintenant, irréversible. Ton père est interrogé, mais pas encore arrêté, a poursuivi Martin. Il serait combatif, insistant sur le fait que c'est une affaire de famille, pas criminelle. Ta mère a fait une crise de panique pendant la perquisition. Les ambulanciers l'ont emmenée à l'hôpital pour évaluation. J'ai fermé les yeux. Je savais que ce serait laid. Le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Le 12 février, les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Des parents accusés d'avoir volé l'identité de leur fille pour financer un restaurant en faillite. Le titre rendait la chose presque banale, mais l'article était détaillé et accablant. En quelques jours, l'affaire est devenue régionale. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, avec des articles d'opinion sur l'abus financier et les dynamiques familiales toxiques. Mon entreprise a été nommée, les registres publics rendaient cela inévitable, mais nous étions présentés comme des victimes, ce qui a au moins protégé la réputation de mon entreprise. Mes parents ont tenté de limiter les dégâts. L'avocat de Robert a publié une déclaration me dépeignant comme une fille vengeresse avec une rancune contre sa famille aimante. Ma mère a donné une interview en larmes à une chaîne locale, affirmant qu'elle ne reconnaissait pas la personne que j'étais devenue. Madison a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux, disant qu'elle était prise au milieu d'une tragédie familiale et demandant de l'intimité. Tout cela s'est retourné contre eux de manière spectaculaire lorsque les journalistes ont commencé à creuser. Ils ont trouvé les 800 000 $ de dette commerciale, l'historique Instagram de Madison rempli d'achats de luxe, un schéma d'irresponsabilité financière remontant à des années. Le récit que ma famille a essayé de construire s'est effondré sous le poids des archives publiques. 3 semaines après le début de l'enquête, Martin a appelé avec une demande inattendue. Madison veut te rencontrer. Elle fait face à des accusations potentielles de complot liées à l'affaire du condo, et elle veut parler. Absolument pas. Écoute-moi, dit Martin avec précaution. Si elle est prête à témoigner contre tes parents, cela renforce considérablement le dossier de l'accusation. Cela réduit également sa responsabilité. Je pense que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. Je serai là comme témoin, tout sera documenté. Tu n'as pas à lui pardonner, juste à l'écouter. J'ai accepté à contre-cœur de la rencontrer dans le bureau de Martin. Terrain neutre. Tout sur procès-verbal. Madison ressemblait à quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pas de vêtements de marque, juste un jean et un pull uni. Elle avait perdu du poids, et pas de manière saine. Le stress avait creusé des cernes sous ses yeux. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas perdu de temps en politesse. Je n'étais pas une victime dans cette affaire. Je savais ce qu'il préparait. Je suis restée silencieuse, attendant. Papa m'a parlé du plan du dîner de Noël 2 semaines à l'avance. Il a dit que ça ne te dérangerait pas de me donner une partie de ton entreprise parce que tu ne te souciais pas vraiment de la famille de toute façon. Et je. Sa voix se brisa. J'étais d'accord avec lui. Je pensais que tu me devais quelque chose. La fraude, ai-je incité quand elle a hésité. Je savais pour une partie. J'étais là quand papa a utilisé le nom de ton entreprise comme référence sur des demandes de prêt. Je ne l'ai pas arrêté. Le truc du condo, c'était en fait mon idée. J'ai fait des recherches sur les failles fiscales en ligne et j'ai suggéré de t'ajouter comme copropriétaire. Je pensais que c'était malin, pas illégal. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois de notre vie, j'ai vu quelque chose d'honnête sur son visage. J'ai été jalouse de toi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Tu étais plus intelligente, plus forte, plus capable. Maman et papa ont fait de moi leur préféré parce que j'étais médiocre et non menaçante. Tu étais la vraie menace, et je te détestais pour ça.
Quand ils ont voulu te prendre des choses, je n'ai pas seulement laissé faire. Je voulais que ça arrive. La confession flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait se sentir justifiée. La plupart du temps, je me sentais juste fatigué. Je témoigne contre eux, a poursuivi Madison. Pas seulement pour me sauver, bien que cela en fasse partie. Mais parce que c'est la vérité, et que tu mérites la vérité. Je l'ai regardé pendant un long moment. Merci d'être honnête. Martin se coordonnera avec les procureurs pour ton témoignage. Elle a hoché la tête, se levant pour partir. À la porte, elle s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que je l'ai dit, mais... Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais, parce que ce n'était pas le cas. 6 mois après le début de l'enquête, en août, ma mère a demandé une réunion. Martin l'a organisée dans un parc public, en plein jour, avec lui comme témoin. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, plus fragile. Je dois te parler de James Holloway, dit-elle sans préambule. De pourquoi je n'ai pas pu t'aimer comme j'aurais dû. Elle m'a parlé de la violence, du contrôle, des menaces. Comment elle s'était enfuie alors qu'elle était enceinte de moi. Comment Robert avait accepté de l'épouser à certaines conditions, ne jamais contacter James, ne jamais le mentionner, et laisser Robert m'adopter pour que James ne puisse pas réclamer la garde. Robert a en voulu chaque jour, dit-elle, la voix brisée. Tu lui rappelais qu'il était le deuxième choix. Et j'ai pris une décision terrible. J'ai sacrifié ta sécurité émotionnelle pour maintenir la stabilité de mon mariage. Plus Robert te traitait mal, plus je surcompensais avec Madison pour maintenir la paix. Je me disais que tu étais assez forte pour le supporter. Mais j'étais une enfant, dis-je doucement. Je n'aurais pas dû avoir à être aussi forte. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. Que puis-je faire? Comment puis-je réparer une partie de tout ça avant d'aller en prison? J'ai réfléchi à sa question pendant longtemps. Tu peux témoigner sincèrement. Dis au procureur tout ce que Robert a fait. Arrête de le protéger comme tu ne m'as jamais protégé. Je le ferai, murmura-t-elle. Je le promets. Je me suis levé pour partir. Elle m'a appelé. Je t'ai aimé. J'ai juste aimé ma sécurité davantage. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Je me suis retourné pour la regarder. Je sais. Mais l'amour sans protection n'est pas de l'amour. C'est de la lâcheté. Alors que je m'éloignais, elle a crié une dernière fois. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Je ne me suis pas retourné. Vous ferez face aux conséquences. Comme tout le monde. Le plus dur, ce n'était pas le procès. C'était de vivre avec le choix de les laisser tomber. 18 mois plus tard, en mars 2026, j'étais assise dans un tribunal fédéral à regarder 3 personnes qui avaient autrefois été ma famille accepter leur sort. Robert Miller a plaidé coupable de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de complot. Le juge l'a condamné à 5 ans de prison fédérale, 150 000 $ de restitution et 3 ans de libération surveillée après sa peine. À 67 ans, il en aurait 72 à sa sortie. Il a également renoncé à ses droits sur la maison et s'est vu interdire de manière permanente d'exercer des fonctions de dirigeant d'entreprise. Monsieur Miller, dit la juge, sa voix mesurée mais ferme, vous avez trahi quelqu'un qui aurait dû pouvoir compter sur vous pour sa protection. Au lieu de cela, vous avez exploité l'identité et la réputation de votre fille à des fins personnelles. Ce tribunal ne peut pas et ne tolérera pas une telle trahison calculée. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à me dire, Robert a regardé à travers la salle d'audience. Nos yeux se sont croisés. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je pense qu'il pourrait réellement s'excuser, montrer une once de remords. Au lieu de cela, il s'est retourné vers la juge et a dit « Non, votre honneur ». Même lors de la condamnation, face à la prison, il ne pouvait pas se résoudre à dire qu'il était désolé. La sentence de ma mère était plus légère. Elle avait pleinement coopéré avec les procureurs, témoigné contre Robert et n'avait pas de casier judiciaire. 3 ans de probation, 50 000 $ de restitution, 500 heures de travaux d'intérêt général, un suivi psychologique obligatoire, un bracelet électronique pendant 18 mois. Pas de prison. Lorsqu'on lui a donné la parole, elle s'est tournée vers moi. Daniel, je suis désolé. Ça ne change rien, mais je suis désolé.
J'ai gardé une expression neutre. J'avais déjà entendu ces excuses, dans ce parc, 6 mois plus tôt. Les entendre à nouveau au tribunal ne les rendait pas plus significatives. Madison avait accepté un accord d'immunité en échange de son témoignage. Pas de casier judiciaire, mais une sanction civile de 75 000 $ à me verser sur 10 ans. 625 $ par mois pour la prochaine décennie. Un rappel constant de ce qu'elle avait été prête à faire. Avant la sentence, j'avais dû lire ma déclaration sur les conséquences du crime. J'avais passé des semaines à l'écrire, à la réviser, essayant de capturer non seulement ce qu'ils avaient fait, mais pourquoi il leur avait été possible de le faire. Dès l'enfance, ai-je lu, ma voix stable malgré le poids de 20 ans de douleur, pour trouver chaque mot, j'ai appris que je n'étais pas une priorité. De petits moments, des événements scolaires manqués, des réussites négligées, des éloges toujours redirigés vers ma sœur. Chaque cas assez mineur pour être ignoré, mais collectivement, ils m'ont appris que je n'avais pas d'importance. J'ai regardé Robert fixer la table, Patricia pleurer en silence, Madison se couvrir le visage avec ses mains. Quand j'ai découvert l'usurpation d'identité, ma première pensée n'a pas été la colère. C'était, bien sûr. Bien sûr qu'ils considéraient mon succès comme le leur a réclamé. J'avais été invisible pour eux toute ma vie, pourquoi mes réalisations auraient-elles été différentes? J'ai décrit le dîner de Noël, l'humiliation publique, la main de ma mère sur mon visage pendant que 20 personnes regardaient et personne n'intervenait. La fraude était la preuve finale, avais-je conclu. Je n'ai jamais été de la famille. J'étais un actif. 3 ans ont passé avant que je comprenne vraiment que la condamnation n'était pas la fin. C'était juste le début de la construction de quelque chose de nouveau. En 2029, à 38 ans, j'avais fait croître Miller Advisory Solutions de 20%. Nous avions maintenant 45 employés. Mais plus important encore, j'avais lancé la fondation de la fille invisible, dédiée à l'autonomisation des jeunes femmes issues de familles dysfonctionnelles pour qu'elles construisent des vies indépendantes. Nous fournissions des bourses d'études en commerce, des programmes de mentorat, une aide juridique pour celles qui fuyaient l'abus financier, et des allocations pour la thérapie. Nous avions aidé 30 femmes jusqu'à présent, et chacune de leurs histoires faisait écho à des fragments de la mienne. Lorsque j'ai été invité à prendre la parole au sommet des femmes et du leadership à Chicago, l'invitation a semblé boucler la boucle. Mon sujet, construire le succès selon ses propres termes quand la famille ne peut pas être votre fondation. En coulisses, en examinant la liste des participants, j'ai vu le nom de Madison. Elle travaillait sur le lieu de l'événement en tant que coordinatrice d'événements. Je l'ai repérée de l'autre côté de la pièce alors que je me préparais à monter sur scène. Elle a levé les yeux, m'a vu et m'a fait un petit signe de tête respectueux. J'ai hoché la tête en retour. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. La dynamique était claire. Elle vivait avec les conséquences, reconstruisant lentement une vie basée sur ses propres efforts. J'avais tourné la page. Il n'y aurait pas de réconciliation, mais il y avait une reconnaissance mutuelle. C'était suffisant. Après mon discours, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait dans mon bureau, transmise par mon avocat. James Holloway, mon père biologique, était décédé 2 mois plus tôt à 64 ans d'une maladie cardiaque. Il m'avait tout laissé, un fonds en fiducie d'une valeur de 580 000 $, une modeste maison en Oregon, et une lettre avec des instructions pour ne la livrer qu'après sa mort. Je suis resté avec cette lettre pendant 3 jours avant de pouvoir la lire. Quand je l'ai finalement fait, je n'ai pas trouvé d'excuse, mais une reconnaissance honnête. Il admettait la violence qui avait fait fuir ma mère. Il décrivait des années de thérapie, de sobriété et de travail communautaire. Il expliquait pourquoi il ne m'avait jamais contacté directement, il n'avait pas voulu perturber ma vie ou causer plus de peur à ma mère. Je n'attends pas de pardon, avait-il écrit, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Après en avoir discuté en thérapie, j'ai décidé d'accepter 300 000 $ pour la fondation et de donner 200 000 $ à des organisations de lutte contre la violence domestique. J'ai vendu la maison et fait don des profits à des programmes de réhabilitation pour hommes. Il ne pouvait pas acheter le pardon, mais il avait changé. Cela comptait. Pas assez pour l'absoudre, mais assez pour le reconnaître. Maintenant, tard le soir, dans mon bureau d'angle, j'examine des demandes de bourse de jeunes femmes qui écrivent sur leur fuite de familles toxiques. Je me vois dans chaque essai. Mon téléphone sonne. Emma, une amie que j'ai rencontrée dans un groupe de thérapie il y a des années. Dîner ce soir?
Mon premier instinct est de refuser. Travailler, finir les dossiers à examiner. Les vieilles habitudes de bourreau de travail ont la vie dure. Mais je me rattrape. Oui, je serai là. Je ferme mon ordinateur portable et sors dans la nuit de Chicago. Robert est toujours en prison. Les paiements mensuels de Madison arrivent comme une horloge. Patricia a envoyé une lettre le mois dernier que je n'ai jamais ouverte. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées, et ce n'est pas grave. Ils m'ont élevé pour être invisible. Ils n'ont jamais imaginé que je deviendrais intouchable. J'ai passé 35 ans à apprendre à être invisible. Je passerai le reste de ma vie à enseigner aux autres comment être vu. L'histoire de Daniel nous enseigne quelque chose de profond, se protéger n'est pas de la cruauté, et fixer des limites n'est pas une trahison. Pendant 35 ans, elle a essayé de gagner l'amour en étant petite, silencieuse et peu exigeante. Mais le véritable amour ne vous demande pas de disparaître. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de refuser de vous sacrifier pour des gens qui vous voient comme une ressource, pas comme une personne. La famille devrait être votre fondation, pas votre fardeau. Et quand elle devient ce dernier, s'éloigner n'est pas abandonner, c'est se choisir soi-même. Daniel n'a pas gagné parce qu'elle a détruit sa famille. Elle a gagné parce qu'elle a finalement compris que sa valeur ne dépendait pas de leur approbation. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de force, de justice et de reconquête de son pouvoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous choisir vous-même plutôt que les attentes familiales? Comment avez-vous trouvé le courage? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à faire ce premier pas. Merci de votre écoute.